Alors, on va passer maintenant à la notion de bien. Après avoir défini la notion de besoin, on va passer à la notion de bien. Donc, on va définir qu'est-ce que ça veut dire les biens, les caractéristiques des biens et la classification des biens. Donc, la définition d'un bien, le bien, c'est un bien ou c'est un produit ou service apte à satisfaire un besoin. Donc, on a dit que, comme on a classifié les besoins dans plusieurs classifications, on a vu que selon la pyramide de Maslow, on trouve les biens physiologiques, les biens de sécurité, les besoins physiologiques, pardon, les besoins de sécurité, le besoin d'appartenance, le besoin d'estime et le besoin de s'accomplir. Aussi, on a classifié les besoins selon le degré d'importance et le degré de nécessité pour chaque individu. On peut trouver les biens primaires, les besoins primaires, les besoins secondaires et les besoins tertiaires. On a défini aussi les besoins individuels et les besoins collectifs. C'est ça la classification générale des besoins. Mais les biens, et chaque bien ou chaque il peut satisfaire, ou chaque service aussi, il peut satisfaire une certaine catégorie de ses besoins. Comme par exemple, si on parle de pain ou par exemple de fromage, c'est un bien pour la nourriture, donc il correspond d'un bien, physiologique. Si on parle de voyager, par exemple de se divertir, ce sont des services, donc ça c'est un bien ou c'est un produit, donc c'est un service. Elle correspond par exemple aux biens secondaires, aux besoins secondaires, par exemple, aux besoins secondaires. Alors, le bien est un produit apte à satisfaire, on a dit, un besoin. Et l'aptitude de bien à satisfaire le besoin est appelée utilité. Donc, c'est la nécessité d'utiliser ce bien pour satisfaire ce besoin. Alors, est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Non, non, il n'y a pas de problème. D'accord, très bien. Donc, et si certains biens sont libres, par exemple, c'est-à-dire existent en quantité illimitée, par exemple, c'est l'air, c'est l'oxygène, c'est un bien. Donc, la majorité des autres biens sont le fruit de travail humain. On parle de biens économiques. Donc, il y a un bien économique qui est un bien qui est illimité. Le seul bien qui est illimité et qui peut satisfaire le besoin de l'être humain, c'est l'air. D'accord. L'air, c'est un bien de la création de Dieu, Allahumma lakal hamd. Mais les autres biens, ou la majorité des autres biens sont le fruit de travail humain via ce qu'on appelle les facteurs de travail. Alors, les biens économiques face aux besoins illimités, les biens sont relativement rares car eux-mêmes produits à partir des facteurs rares. Les facteurs rares sont le capital et le travail. Les facteurs, donc, à travers l'histoire, les seuls facteurs de la production des biens sont le capital et le travail. Mais avec l'émergence depuis presque une quarantaine d'années ou une trentaine d'années, avec l'émergence de la nouvelle technologie d'information et de communication, le facteur technologique aussi est considéré un facteur indispensable dans la production des biens. Non seulement il y a le facteur capital-travail, mais aussi il y a le facteur technologique. Donc, pour obtenir les biens et les services susceptibles de satisfaire les besoins
des individus, on doit combiner trois facteurs de production. Les trois facteurs de production, ce sont les ressources naturelles, le travail de l'homme et le capital technique. Les ressources naturelles, donc, on peut trouver, pardon, alors, comme on a dit que les ressources naturelles, ce sont les ressources ou une richesse naturelle qui diffère dans l'espace aussi. Donc, on peut trouver qu'il y a des pays qui ont une richesse naturelle assez importante, comme le pétrole, comme les pays producteurs de pétrole. Donc, quand on parle des pays producteurs de pétrole, ce sont les pays ayant une richesse pétrolière ou des richesses des mines, des mines ou des richesses de matières premières, comme les gaz, comme le zinc, comme le fer, comme le cuivre, comme il y a pas mal de matières premières. Donc, le travail des hommes, ça nécessite l'intelligence de l'homme, il nécessite la qualification de l'homme et la formation de l'homme. Quand on parle de l'homme, par exemple, l'homme dans les pays en voie de développement, ce ne sont pas les hommes dans les pays développés, dans les pays, par exemple, émergents ou dans les pays comme les pays asiatiques. Quand on parle, par exemple, des Asiatiques, l'homme là-bas, il est très intelligent et il possède des qualifications, par exemple, en matière de formation, en matière de l'éducation, en matière d'enseignement et aussi en matière d'intelligence, d'intelligence humaine. C'est pour ça que le facteur homme aussi, il est différent selon l'espace et selon les nations. Le capital technique, ce sont les matériels produits par l'être humain et aussi c'est de l'argent. L'argent, ça entre dans la sphère financière. Parce que quand on parle de l'économie en général, de la productivité, de la production, on parle de la sphère réelle, ça veut dire la sphère économique, l'investissement, la production, etc. Et la sphère financière, ça veut dire le mouvement de capitaux et la richesse de la nation en matière de financement. Donc, la classification des biens, on peut les combiner en trois, comme on a dit, en trois facteurs. Les ressources naturelles, on a dit les ressources naturelles. Quand on parle des ressources naturelles, par exemple, si on veut donner une comparaison, par exemple, les ressources naturelles au Maroc, on peut dire le phosphate c'est une richesse, ce sont des ressources naturelles et comparativement avec nos voisins, l'Algérie, le pétrole, c'est une richesse naturelle. Donc, en ce qui concerne le travail des hommes, on a déjà entamé un exemple. Donc, les ressources naturelles aussi, le travail, le capital existent en quantité limitée. Donc, la production des biens et services destinés à satisfaire les besoins des individus se fera elle aussi en quantité limitée. Donc, ça entre dans la loi de l'offre et de la demande. Quand on parle, puisqu'il y a une quantité limitée des besoins naturels et de facteurs travail, ça veut dire de facteurs les forces de travail de l'homme, facteur de l'homme, et en quantité limitée aussi de facteurs capital. Donc, on ne peut pas satisfaire tous les besoins des individus, comme on a dit tout à l'heure que les besoins de l'individu est illimité, donc on ne peut pas les satisfaire tous les besoins. Et la satisfaction de besoins de l'individu, ça entre dans ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande. On ne peut pas produire un bien sans assurer une demande sur le marché le marché économique ou le marché de l'offre et de la demande. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, oui, il n'y a aucun problème, monsieur. D'accord. Alors, en ce qui concerne les caractéristiques d'un bien,
On a trois caractéristiques d'un bien, bien évidemment. On a l'utilité d'un bien, ça veut dire la capacité à satisfaire un besoin. La rareté d'un bien, ça veut dire une quantité limitée de biens. L'échange, un bien fait l'objet d'une transaction en contrepartie d'un prix. D'accord? Donc, on peut échanger un bien contre un prix. On peut échanger un bien contre un bien. D'accord? Donc, l'utilité, ça veut dire la nécessité de l'utilisation d'un bien. Et l'utilité d'un bien aussi, ça diffère selon la culture, selon la nature de chaque individu, selon l'approche genre de chaque individu. Les biens utilisés, par exemple, par les femmes, ce sont pas les biens utilisés par les hommes. Donc, parce que le besoin de la femme est différent au besoin de l'homme et vice-versa. Et aussi, les besoins de l'enfant, par exemple, est différent du besoin de l'adulte, de l'adolescent. Donc, les biens sont différents. Donc, on ne peut pas, selon la quantité limitée de la richesse naturelle et des facteurs travail et capital, donc on trouve une quantité limitée de ces biens. Donc, la rareté aussi, donc, c'est ce qui signifie la rareté de biens. Et l'échange, donc l'échange, on peut échanger un bien contre un prix, en contrepartie un prix, et on peut échanger un bien contre un bien, mais cet échange, ça entre ce qu'on appelle les transactions commerciales ou le commerce au sein d'une nation ou le commerce entre les nations, ce qu'on appelle le commerce international. Quand on parle de commerce international, donc on va voir ultérieurement, Inch'Allah, dans des fondements théoriques de plusieurs auteurs de la pensée économique, on trouve par exemple l'avantage comparatif. L'avantage comparatif de David Ricardo. L'avantage comparatif de David Ricardo, on pense que chaque bien va se spécialiser dans la production ou dans le produit où il a un avantage comparatif. Donc, si on a une transaction commerciale entre les pays, donc un échange commercial entre le pays, donc chaque pays doit se spécialiser dans un produit où il a un avantage comparatif, par exemple dans l'utilisation de facteurs capital et dans l'utilisation de facteurs travail. Donc, il va utiliser le facteur, puisqu'il y a une rareté dans la richesse naturelle, il y a une rareté aussi dans la quantité de facteurs travail et de facteurs capital. Donc, chaque nation doit se spécialiser dans la production d'un bien où il utilise moins de facteurs travail et moins de facteurs capital. C'est pour cela l'échange entre les nations est nécessaire pour la satisfaction des besoins de l'être humain. C'est pour cela que la science économique vient de définir et vient de remodeler, de développer les fondements théoriques de l'activité économique et découvrir les lois naturelles qui régissent aussi l'activité économique. La classification des biens. De nombreuses distinctions pourront être avancées. La distinction entre biens rares et biens libres, par exemple. La distinction entre un bien rare et un bien libre est celle qui existe entre un bien économique et un bien non économique. Un bien rare est un bien économique car il nécessite de la part des hommes un effort ou une difficulté pour obtenir. Donc, c'est clair, il y a une distinction, il y a une différence entre un bien rare et un bien rare et un bien économique. Donc, le bien, un bien rare ou un bien libre, pardon. Un bien libre, on a dit tout à l'heure l'exemple de l'air. L'air, c'est un bien libre, donc il est créé par la nature. Et le bien rare, c'est un bien économique. Le bien économique qui a besoin d'une force de travail, qui a besoin d'un effort et des difficultés pour l'obtenir. Et qui a besoin des ressources naturelles et qui a besoin des facteurs de travail, des facteurs capital. Alors, il y a aussi les niveaux de différenciation des biens. Il y a des biens de consommation, investissement, production, bien final, bien intermédiaire,
bien complémentaires et bien substituables, bien privés, bien collectifs, bien matériels, bien immatériels. Donc, on va commencer par le bien de consommation, l'investissement et la production. Bien évidemment, chaque bien produit par l'effort de l'être humain via l'utilisation des ressources rares et via l'utilisation des facteurs travail et capital, ce sont tous des biens de consommation, ce sont des biens d'investissement, ce sont des biens de production. Donc, et les biens de consommation, on peut trouver de consommation intermédiaire et une consommation finale. La consommation intermédiaire, ce sont les biens qui peuvent être utilisés juste par les entreprises pour produire un bien final. La consommation intermédiaire, on peut trouver par exemple la matière première, comme par exemple de plastique, de plastique pour produire des bouteilles de l'eau. On a besoin par exemple de bois pour produire des tables et des chaises. On a besoin par exemple de tissus pour produire des vêtements. Ce sont des biens de consommation intermédiaire. Les biens de consommation intermédiaire, ce sont les biens qui peuvent être utilisés dans le processus de production par juste les entreprises. Il y a les biens de consommation finale. Les biens de consommation finale, c'est le produit fini. C'est le bien produit par l'entreprise. L'investissement et la production aussi. L'investissement, c'est l'investissement. Donc, l'effort investi par l'entreprise pour pouvoir produire et aussi la production. Les biens finaux, on a déjà expliqué qu'est-ce que ça veut dire les biens finaux et les biens intermédiaires, les biens complémentaires et les biens substituables. Donc, dans la satisfaction de besoins de chaque individu, il existe ce qu'on appelle les biens complémentaires et les biens substituables. Les biens complémentaires, donc, pour avoir une voiture, un véhicule, il est nécessaire d'acheter ou d'utiliser le carburant. Donc, le carburant et la voiture, ce sont des biens complémentaires. Le stylo, c'est un bien complémentaire. Donc, on ne peut pas avoir un stylo sans écrire dans un cahier. Donc, le cahier et le stylo ou le papier et le stylo, ce sont des biens complémentaires. Donc, pour les biens complémentaires, il y a beaucoup des exemples pour les biens complémentaires. Les chaussures et les chaussettes, on ne peut pas porter des chaussures sans chaussettes. Donc, les chaussettes et les chaussures, ce sont des biens complémentaires. Et tous les deux biens sont produits par l'entreprise via l'utilisation des facteurs de production, à savoir le travail et le capital. Alors, en ce qui concerne les biens substituables, on a beaucoup d'exemples sur les biens substituables, comme par exemple le thé et le café. Donc, les biens substituables, reposent sur le goût, et la culture aussi. Donc, le goût de chaque individu. Donc, le goût de chaque individu, chacun préfère. Donc, il y a des individus qui préfèrent du café, il y a des individus qui préfèrent du thé. Donc, le thé et le café, ce sont des biens substituables. Donc, vous êtes des étudiants. Donc, vous prenez le transport public. Donc, vous avez le choix de prendre le bus ou le taxi, ou de prendre le tramway ou le bus. Donc, ce sont des biens substituables. Donc, vous allez voir la rationalité des biens complémentaires ou des biens substituables dans le cours de la microéconomique dans une démonstration mathématique qui illustre la rationalité du comportement de consommateur. Aussi, le comportement de producteur, Inch'Allah, vous allez voir ça au deuxième semestre, Inch'Allah. Donc, il y a aussi les biens privés et les biens collectifs. Les biens privés, ce sont les biens qui peuvent satisfaire individuellement le besoin de l'être humain. Et les biens collectifs, ce sont les biens qui peuvent satisfaire collectivement les besoins d'une nation, le besoin d'une collectivité, d'une communauté, d'une certaine couche de la population.
Donc, il y a une différence entre les biens privés et les biens collectifs. Les biens matériels et les biens immatériels. Les biens matériels, ce sont les biens palpables qu'on peut les toucher, d'accord, des papiers, des stylos, de voitures même, de pas mal d'objets, de pas mal de biens qu'on peut l'utiliser quotidiennement et qui peuvent satisfaire nos besoins. Et les biens immatériels, ce sont les services. Les services, on peut les considérer comme étant des biens immatériels, on peut les considérer comme des biens non marchands. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Très bien. Alors, donc, on a dit déjà qu'on peut distinguer aussi les biens marchands et les biens non marchands. Les biens non marchands fournis par une entreprise en vue de réaliser un profit, d'accord? Ce sont les biens palpables, bien évidemment. Et les biens non marchands, ce sont les services. Ils sont fournis à titre gratuit, quasi gratuit, par les administrations publiques et privées. C'est une autoconsommation, production des ménages dans leur foyer, comme par exemple les biens non marchands, comme les services d'électricité, comme les services. Elles sont pas gratuits, mais quasi gratuits, par exemple. Ce sont des biens, ce sont des services assurés par l'État ou par l'État représenté aussi par l'administration publique. Donc, ce sont les biens qui peuvent satisfaire collectivement le besoin le besoin de la population. Donc, les biens non marchands, on peut le considérer des services. Donc, on a déjà vu les biens substituables, les biens complémentaires. Donc, si on fait une comparaison, une conclusion, une vision généralement exhaustive de comparaison entre les besoins et les biens. Voilà un tableau non exhaustif qui peut faire une correspondance des biens ou à ses besoins. Par exemple, le besoin physiologique, les biens, ce sont les nourritures, vêtements, etc. La sécurité, l'assurance, alarme contre le vol, etc., etc. L'appartenance, l'adhésion à un club, un signe vestimentaire distinctif, etc. L'estime, un véhicule, une maison ou autre symbolisant une position sociale. Donc, on a déjà expliqué ça. L'accomplissement, c'est d'être, par exemple, distingué aux autres, ça avoir des cours de sport, de musique ou de théâtre, etc., etc. On a déjà expliqué ça tout à l'heure. Alors, après avoir vu les notions des besoins et nos notions de biens communs, introduction de l'étude à la science économique. Excusez-moi, est-ce que vous avez une question? Est-ce que vous avez une question? C'est clair. Alors, on peut continuer. Donc, la science économique en général dispose de deux outils d'analyse, la microéconomie et la macroéconomie. En général, la science économique est subdivisée en deux blocs, en deux axes principaux, la microéconomie et la macroéconomie. Qu'est-ce que ça veut dire la microéconomie et qu'est-ce que ça veut dire la macroéconomie? Donc, vous allez étudier ça au cours de la première année de la science économique. Vous allez étudier la microéconomie en S1 et S2. Vous allez étudier aussi la macroéconomique en S2. Donc, la microéconomie, qu'est-ce que ça veut dire la microéconomie? C'est une analyse qui porte sur l'étude de l'unité économique, c'est-à-dire un agent économique donné, un ménage ou une entreprise. Donc, la microéconomique utilise juste le comportement de ce qu'on appelle le consommateur et le comportement de producteur. Le comportement de consommateur, ce sont les ménages, ce sont les individus, moi et vous, et elle, etc., etc. Ce sont les ménages qui constituent ou les individus qui constituent une certaine population.
Donc, l'étude de la macroéconomique reflète l'analyse du comportement de ce consommateur, le comportement de ses choix, le comportement de ses goûts, le comportement de sa satisfaction et le comportement de sa rationalité, et de sa rationalité est le plus important. Donc, l'analyse de la microéconomique repose aussi bien sur le comportement de consommateurs et aussi le comportement de producteur. Le producteur, ça veut dire l'entreprise. Ça veut dire c'est lui qui produit un bien économique, que ce soit un bien marchand ou un bien non marchand, que ce soit un bien matériel ou immatériel, etc. etc. Donc, rappelons qu'en ce qui concerne le bien immatériel ou les services, ce sont des biens, on a dit l'exemple que l'État qui assure la production de biens immatériels ou la production des biens non marchands, mais aussi il y a des entreprises qui assurent la production de biens non marchands ou de biens immatériels comme des services. Donc, il y a des entreprises qui opèrent dans la production de biens palpables, ça veut dire de biens matériels. Il y a aussi des entreprises qui opèrent dans la production ou qui exercent le métier de la production des services ou des biens immatériels. Donc, la microéconomie, en général, s'intéresse à des données individuelles plutôt qu'agrégées. Donc, les données individuelles, ça veut dire on étudie juste le comportement de consommateur et le comportement de producteur. Et comme vous avez observé durant ce semestre parce que vous avez commencé l'étude de comportement de consommateur dans la microéconomie, vous avez observé l'utilisation de la mathématique comme étant un moyen de démonstration, un moyen d'étude dans la microéconomie. Pourquoi? Parce que dans la on retourne toujours à l'histoire de la pensée économique. Donc, dans l'histoire de la pensée économique, on a vu qu'il y a les classiques et les néoclassiques, ou les marginalistes. Les néoclassiques ou les marginalistes. Les marginalistes sont eux qui ont les premiers qui ont découvert l'utilisation de mathématiques comme un moyen de démonstration, comme un moyen d'utilisation dans la microéconomie. C'est pour cela que jusqu'à maintenant, on utilise les mathématiques dans la microéconomie pour illustrer juste le comportement de consommateur et le comportement de producteur dans l'activité économique. Est-ce que c'est clair? Oui, Alors, monsieur. en ce qui concerne la macroéconomique, c'est tout à fait différent à la microéconomie. La microéconomique, on a dit que c'est d'étudier le comportement individuel de chaque agent économique, mais la macroéconomique, c'est l'ensemble, c'est étudier l'ensemble des agents économiques regroupés sur un critère donné. Un pays, une région, une entreprise, producteur, etc., etc. À ce niveau-là, on raisonne à partir des agrégats nationaux, ça veut dire la richesse, ça veut dire la production, ça veut dire la dépense, ça veut dire le PIB, etc., etc. En général. Donc on va expliquer ça d'une manière plus détaillée ultérieurement dans les futurs cours, Inch'Allah. Donc, la macroéconomique, c'est étudier plus exactement les agrégats économiques. Quels sont les agrégats économiques? Quel est l'agrégat le plus important de l'économie? L'agrégat le plus important de l'économie, c'est le PIB, le produit intérieur brut. Le produit intérieur brut, il s'avère très intéressant de l'étudier dans la science économique parce que le PIB, donc via le PIB, qu'on peut mesurer le degré de développement de chaque nation. Et via le PIB, qu'on peut calculer le taux de croissance réalisé par chaque nation. Et donc, le PIB réalisé, par exemple, au Maroc, ce n'est pas le PIB réalisé, par exemple, en France ou en Allemagne, parce que la France, en Allemagne et l'Allemagne, c'est un pays beaucoup plus développé que le Maroc, beaucoup plus développé économiquement parlant, industriellement parlant. Donc, le PIB réalisé par la France et l'Allemagne est beaucoup plus important que le PIB réalisé par le Maroc. Et le PIB, donc on va étudier ça d'une manière plus détaillée, Inch'Allah, dans les cours prochains. Le PIB est égal, c'est l'ensemble de la valeur ajoutée. L'ensemble de la valeur ajoutée, ça veut dire l'ensemble de la valeur ajoutée réalisée par
tous les agents économiques. Et les agents économiques, on peut trouver les ménages, on peut trouver les entreprises, l'État, les institutions financières, les institutions à but non lucratif et le reste du monde. Donc, dans ce cas-là, l'entreprise joue un rôle primordial dans la production de la richesse et dans la réalisation de la valeur ajoutée. C'est pour ça que la richesse de chaque nation dépend de degré de l'activité économique, dépend de l'investissement, dépend de la production et dépend du degré de la productivité, du tissu productif, ça veut dire de l'entreprise, de la nation. Et dépend aussi de la consommation des ménages. Est-ce que c'est une société de consommation? Est-ce que ce n'est pas une société de consommation? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande dans les activités économiques. Alors, la macroéconomie en général, dans la macroéconomie, on peut étudier tous les agrégats économiques, à savoir, on a dit que le PIB, on a donné l'exemple de PIB, on peut trouver exemple, on peut donner aussi la dépense de l'État dans le calcul de la FBC, par exemple, étudier les autres agrégats économiques comme le chômage, comme l'inflation, etc., etc. Il y a une interconnexion et une interdépendance entre tous les agrégats économiques dans la nation. Alors, la macroéconomique, elle porte sur une représentation globale de la vie économique en considérant la dimension d'ensemble, l'allure de fonctionnement de l'économie plutôt que le fonctionnement des différentes parties qui la composent. Alors, les systèmes économiques, donc, en ce qui concerne les systèmes économiques, c'est une introduction au prochain chapitre, Inch'Allah, qu'on va étudier, le chapitre consacré à l'histoire de la pensée économique. On va voir les différents courants de la pensée économique et les principaux auteurs de la pensée économique. Donc, les systèmes économiques, c'est une introduction de l'histoire de la pensée économique. On va voir le système capitaliste, ça veut dire la définition de ce système capitaliste, comment il fonctionne, quels sont les pays qui adoptent le système capitaliste et pourquoi il y a ce qu'on appelle jusqu'à maintenant la domination du système capitaliste dans tous les systèmes tous les systèmes de tous les pays du monde. Et aussi, merci pour votre attention. Donc, on a fait presque 1h30 de cours à distance. Donc, on a consacré ce cours pour le premier et le deuxième chapitre. Donc, Inch'Allah, dans le prochain cours, on va entamer la partie de l'histoire de la pensée économique via une introduction du système économique. Donc, merci pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. Je vais vous informer sur l'horaire de prochain cours, Inch'Allah, qui sera à distance aussi. Merci. Merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. D'accord, merci. Est-ce que vous... Allô Monsieur, on t'écoute. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que Oui, c'est bien fait, merci. Oui, c'est clair. Oui. À la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci.